Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, heureux de vous retrouver en ce jeudi pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Au micro, l'abbé Guillaume de Tanoirne. J'interviens ici malheureusement de façon purement virtuelle. Vous ne pourrez pas poser vos questions en direct puisque l'émission a été préenregistrée. Et elle est préenregistrée tôt le matin. Il faut souffrir pour mériter nos invités. Et j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui Maxime Dalle. Maxime, bonjour ou bonsoir. Bonjour monsieur l'abbé, bonsoir. Vous venez pour un ouvrage qui sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit de l'anthologie d'une revue et d'une revue littéraire. Cette drôle d'espèce, la revue littéraire, ça existe encore ? Ça existe encore, la preuve par notre revue Raskar Kapak. On reviendra peut-être quelques instants sur le titre. Raskar Kapak, c'est une revue, une gazette littéraire pour être peut-être un peu plus précis, qui a émergé de l'esprit de trois camarades, de trois amis. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme différence entre revue et gazette ? Mais gazette, c'est peut-être... ça fait très ancien régime, gazette. Peut-être. Mais gazette, en tout cas sur le format, c'est un format gazette, c'est-à-dire que c'est sur du A3, sur du papier, ça se lit comme un journal à l'ancienne, si je puis dire, au comptoir d'un café par exemple. Il n'y a pas ce côté... on va dire faussement prestigieux parfois qu'on peut donner à la revue littéraire avec 150 pages dans un truc relié avec finalement des choses qui nous intéressent assez peu. Nous, il y a 8 pages en A3 et ce depuis 2016. On en est à notre 16e numéro consacré à Drieux. Et alors c'est la raison pour laquelle il y a assez peu d'anthologies des revues littéraires, c'est que les revues littéraires se la pètent souvent un petit peu et sortent effectivement presque comme de petits livres. C'est ça sort comme des petits livres. Ce n'est pas du tout votre cas. Nous, on a voulu faire en quelque sorte un petit peu l'anti-NRF, quoi. C'est-à-dire que la NRF, ce que c'est devenu en tout cas, ou l'infini de Philippe Solers, on en parlera peut-être d'ailleurs avec Jean-René Huguenin, qui fut la figure tutélaire de notre premier numéro, qui a bien connu Philippe Solers, qui aujourd'hui dirige cette revue L'Infini. Ce sont des tas de revues qui font 100, 150, 200 pages, avec des thématiques qui nous paraissent parfois absconses, parfois en évoquant des écrivains qui nous parlent de rien, une espèce de magma un petit peu philosophico-intellectuel littéraire qui me semble être bien éloigné précisément de la littérature et de sa force existentielle. C'est très important que vous disiez ça parce que je pense que ça peut attirer beaucoup nos auditeurs. Vous êtes un spécialiste, vous êtes trois spécialistes puisque vous intervenez avec Yves Delafoy et Archibald Ney, Maxime Dalle. Vous êtes trois spécialistes de la forme brève d'une certaine façon. Et en cela très français. Si dans la littérature française il y a une caractéristique, c'est justement cette fascination pour les formes brèves. Je veux dire par exemple les pensées de Pascal, les maximes de La Rochefoucauld, les caractères de La Bruyère, enfin de grands et prestigieux prédécesseurs moralistes pour lesquels la littérature s'écrivait de la pointe du stylet, finalement, avec brièveté. Mais je pense qu'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, vous n'avez pas besoin de 1000 mots pour évoquer tel grand écrivain et on lit sur une page et demie, 2 pages, quelques charges à l'emporte-pièce qui donnent envie immédiatement d'aller lire les suivantes, etc. Et donc c'est une petite machine à lire, votre anthologie, finalement. Effectivement, le but, si je puis dire, ce qui nous a animés, c'était de faire aussi une gazette littéraire, une revue littéraire qui change un petit peu de ce qu'on pouvait lire par ailleurs, c'est-à-dire se désorienter un petit peu du côté universitaire, pompeux, tout en faisant de vraies recherches, de véritables recherches, en allant chercher des inédits de tel ou tel auteur, en étant particulièrement précis aussi sur des traits assez méconnus, des auteurs dont on a parlé, mais en ayant cette volonté de mettre notre
notre instinct, de mettre nos ruminations finalement, notre odorat au service aussi de l'écriture, d'avoir un style, on a chacun notre style, et puis nos collaborateurs aussi, mais un style sec, un peu vibrionnant, un peu flamboyant, un petit peu adolescent aussi parfois. Et d'ailleurs, en exergue, vous l'avez peut-être lu, Monsieur l'abbé, de cette anthologie de 472 pages, il y a cette phrase de Nietzsche, tirée d'Ainsi parlait Zarathustra: de tout ce qui est écrit, je n'aime que ce que l'on écrit avec son propre sang. Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit. Et c'est un petit peu ça qui résume, si je peux dire, le style rascacapien, c'est-à-dire que on écrit avec nos tripes, quoi. Attention, enfin, chez Nietzsche, on peut avoir l'impression que on flirte avec le tragique. Oui. Vous n'êtes pas tragique. Vous n'êtes pas des tragiques. Écris avec ton sang, oui, au sens, écris profondément ce que tu ressens. Oui. Mais vous ne cherchez pas non plus à faire de la vie cet impossible qui nous échappe chaque fois qu'on se réveille. Je crois qu'à un moment, vous dites la vie, c'est comme de l'eau. On n'arrive pas à la tenir dans cette eau. C'est une phrase de Pierre Arditi. Pierre Arditi qui avait participé à une soirée qu'on avait fait autour de Jean-René Huguenin, justement, parce que aussi curieux que cela puisse paraître, Pierre Arditi est un fanatique de Jean-René Huguenin, et son livre de chevet, bien c'est le journal de Jean-René qui. Alors Jean-René Huguenin, il faut en parler quand même à beaucoup de nos auditeurs qui doivent encore ignorer son existence même. C'est une espèce de jeune prodige de la littérature. Qui est mort trop vite. À 26 ans, en 1962. De sa facelle Vega, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et ça nous fait penser, bien sûr, à Nimi aussi, qui est mort une semaine avant ou une semaine après, enfin, en septembre, ce mois de septembre noir. Ces deux grands écrivains qui sont morts en 1962. La différence de Nimier, Huguenin était plus jeune, il avait 26 ans. Il n'avait laissé qu'un roman, La Côte sauvage, qui était paru en 1960 et qui avait déjà fait une forte impression. Et il avait également réalisé et commis cette revue telle quelle, avec la bande de Philippe Soler, Jean Dernalier et tous les autres, qu'il a d'ailleurs quitté au bout du 3e numéro, parce que Jean-René avait un instinct aussi assez, un cœur aventureux, assez individualiste finalement. Il voulait aller jusqu'au bout, et comme toutes ces structures, que ce soit telles quelles, ou même on pourrait penser aux surréalistes quelques décennies plus tôt, il avait ce désir de se départir d'une certaine manière du collectif, souvent trop pesant en littérature, où il faut penser comme ceci et pas comme cela. Et Jean-René Huguenin avait cette plume singulière. Il nous a donc laissé cette Côte sauvage, ce magnifique roman qui se passe en Bretagne. Lui aussi est un adepte des formes brèves, dans son journal en particulier. Oui, mais après c'est un peu le genre, si je puis dire, de l'exercice. Mais le journal d'Huguenin, j'invite vraiment les gens, les auditeurs, à le découvrir, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué chez lui. Journal qui a donc été publié posthumément par sa sœur, Jacqueline Huguenin, avec qui nous sommes en contact d'ailleurs, et qui nous a donné pour l'anthologie et pour la revue des inédits de Jean-René Huguenin, de son second roman inachevé, ainsi que des facsimilés qui sont très émouvants pour les gens qui connaissent le journal, des facsimilés de pages du journal de Jean-René Huguenin où on voit son écriture qui est très limpide. Il y a un beau feuillet couleur dans l'anthologie où l'on peut voir justement son écriture avec ses désirs aussi d'ascèse, de travail très fort. Par exemple, moi il y a une phrase qui souvent, vous savez, quand je me lève le matin, je prends un livre un peu au hasard, un journal ou quelques pensées ici ou là, et je tombe sur cette phrase d'Huguenin il y a quelques jours: aggraver le quotidien. Voilà, je trouve que c'est une belle phrase et ça me booste d'une certaine manière pour le reste de la journée. Avoir le sens de ce qui est grave, c'est-à-dire de ce qui pèse un peu, exactement, de ce qui est lourd, et ne pas se contenter de la légèreté de l'existence. Ça pourrait. Alors c'est pour ça que je vous fais parler de Jean-René Huguenin pour les auditeurs. On sent que Jean-René Huguenin est un petit peu votre jeune père en littérature. C'est un frère, oui. C'est un frère, un grand frère. Un grand frère, oui, c'est ça. C'est ce que je dirais, plus qu'un père d'ailleurs. Parce qu'il a vraiment cette proximité d'âge aussi. Nous, on a tous, on approche de la trentaine maintenant, malheureusement. Mais on a tous 28, 29 et 30 ans, les trois fondateurs de Rasker Kapak. Et Jean-René Huguenin, à 26 ans, avait déjà une
une espèce de comment dirais-je, d'instinct de création et surtout j'aime bien cette phrase qu'il dit, finalement ce sont les dernières phrases de son journal juste avant de mourir, aller jusqu'au bout de mon impérialisme. Et nous c'est vrai que ça nous marque, il y a une forme de vitalisme, de vitalité un petit peu adolescente, mais parce qu'il a quelque chose à dire au monde, il veut crier. Et alors qu'est-ce que l'impérialisme sinon la liberté d'être en fait? Tout à fait, c'est un synonyme, bien sûr. Parce qu'il faut pas avoir l'impression non plus en vous écoutant que vous imposez votre façon d'être. L'impérialisme, c'est moi je dirais être roi de soi-même, non? C'est ça, c'est exactement ça, oui. Et puis c'est la quête d'Huguenin pendant ces quelques années qui ont été assez nombreuses, qu'il a commencé son journal à 15 ans, et déjà il avait une précocité extraordinaire au niveau du style, au niveau de la pensée. Et un sens de l'essentiel. Exactement, par lequel peut-être il se distingue de gens qui lui sont proches, mais qui ne sont pas lui, et qu'on appelle les hussards. Mais c'est vrai que souvent, je pense que c'est intéressant parce que ça permet aussi de vous caractériser, vous Raskar Kapak, le collectif Maxime Dalle, Yves Delafoire, Archibald Ney. On pourrait penser a priori que vous vous rattachez à cette école littéraire des hussards. C'est plus compliqué que ça en réalité. Mais c'est vrai qu'on évoque bien évidemment ces figures flamboyantes aussi de Nimier, de Blondin, de Jacques Laurent et de d'autres encore. Mais vous remarquez bien qu'en 16 numéros, il n'y a ni Jacques Laurent, ni Antoine Blondin, ni Roger Nimier, du moins en dossier principal. Non pas parce qu'on essaie de s'en défaire, loin de là, ils sont importants pour nous. Mais c'est vrai que je ferai une distinction particulière entre les hussards et Jean-René Huguenin, parce que, me semble-t-il en tout cas, je trouve chez la personnalité de Jean-René Huguenin une caractéristique spirituelle, une quête spirituelle fondamentalement plus importante, plus profonde. C'est vrai qu'on a tendance à résumer les hussards. Les hussards, c'était un peu une quête spiritueuse finalement. Oui, au moins pour Antoine Blondin, pour quelques autres. Oui, en même temps, il y a un sens de la mélancolie, de la nostalgie qui sont magnifiques, que j'apprécie beaucoup. Mais oui, il m'a toujours manqué quelque chose chez les hussards. C'est effectivement cette quête farouche du spirituel. Et ce qu'on retrouve dans le journal de Jean-René Huguenin, c'est finalement cette espèce d'arrachement entre les deux étendards, quoi. C'est ça qui est très fort. Et alors votre entretien avec Pierre Arditi sur Jean-René Huguenin est intéressant parce que Arditi explique que lui, il est un athée mystique. C'est comme ça qu'il se définit en tout cas. Et que c'est à ce titre qu'il peut boire jusqu'à plus soif la prose de Jean-René Huguenin. Oui, complètement. Et c'est ça qui était assez finalement amusant, si je puis dire, d'aller interroger Pierre Arditi sur Jean-René Huguenin, qui nous avait fait l'honneur il y a quelques mois maintenant de lire des extraits inédits d'Huguenin dans une soirée qu'on avait réalisée pour rendre hommage à Jean-René. Et c'est vrai que Arditi, qu'on pourrait qualifier de ceci ou de cela sur le plan politique, etc. En tout cas, c'est largement prêté au jeu, a été d'une générosité assez exemplaire, et il nous a dit des choses sur Huguenin assez particulière, qui était fasciné par le côté parfois totalitaire d'Huguenin, qui était fasciné par cette quête spirituelle, j'y reviens, d'Huguenin. Lui-même qui toujours est plus ou moins anticlérical, qui n'a pas forcément l'église dans son cœur, mais qui, fondamentalement, et c'est ça qui est beau, on arrive à percevoir, finalement, grâce à des personnalités comme Jean-René Huguenin, le vrai cœur des hommes avec qui on échange. C'est-à-dire que on enlève un petit peu la politique, on enlève un petit peu ces disputatios qui parfois veulent nous éloigner finalement de l'essentiel. Nous éloigner de l'essentiel, exactement. J'en suis convaincu de cela. Ouais. Et on a l'impression que les hussards, au fond, même lorsqu'ils se sont engagés pour l'Algérie française de façon un peu désespérée, comme Jacques Laurent, ont trouvé dans leur engagement une manière encore de s'éloigner de l'essentiel. Quand on lit Blondin, c'est la même chose. Enfin, Blondin, c'est un style admirable entre des études classiques qu'il a faites et des bistrots qu'il a fréquentés. Donc, un style où tout s'entrechoque. Un style unique, Blondin. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit d'essentiel ? Malgré cette plume acérée, malgré cette puissance d'intervention,
il a surtout parlé du Tour de France finalement. Oui, entre autres. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a une poésie chez Blondin qui est vraiment. Je veux dire, on l'attendait sur des motifs essentiels. On les attendait, ces hussards, comme des anti-Sartre. Pas forcément comme des professeurs de philosophie, parce que les professeurs de philosophie, c'est emmerdant. Mais au moins comme cherchant des figures de l'essentiel, et on a l'impression que plutôt ils se sont excusés. Et que cette excuse leur a servi de manifeste. Et ce qui avait fait dire à François Mauriac, je le cite un petit peu de tête, mais les hussards, c'est un petit peu de l'eau plate. Il y avait ce côté, effectivement, ce ressenti du moins de la part de leurs contemporains, et du moins même de leurs aînés, où on les regardait d'un œil, si je puis dire, complice, bien évidemment, mais avec ce manque. Et puis j'aimerais rebondir, monsieur l'abbé, si vous le permettez, sur cette phrase d'Arditi, où il cite Huguenin, de manière avec émotion d'ailleurs, ça va complètement corroborer ce qu'on dit par rapport aux hussards et par rapport à Huguenin, peut-être leur différence. À un moment donné, dit Pierre Arditi, il dit dans son journal, donc Jean-René, que la virilité, c'est d'abord ne pas être dupe de soi-même. Eh bien, reprend Arditi, ne pas être dupe de soi-même, c'est probablement la qualité la plus rare que l'on peut trouver chez un homme. Et quand je tombe sur un écrivain comme Huguenin qui se cherche, qui s'égare, qui se retrouve, qui perd les autres, j'ai l'impression de fréquenter un frère siamois. Quand je lis le journal, j'ai l'impression que je suis en prise directe avec lui. Son journal, c'est lui d'une manière brute, parfois extrêmement raffinée, etc. C'est vrai que cette définition de la virilité, finalement, ne pas être dupe de soi-même, ça c'est du Huguenin. Et c'est vrai que trop souvent être viril, c'est donner une image de soi. C'est se perdre dans une certaine image de soi, dans une forme d'égocentrisme vide. Donc ne pas être dupe de soi-même, oui, c'est un beau programme. Et c'est un beau programme pour de jeunes auteurs, Maxime Dalle, ces jeunes auteurs que vous êtes, vous, Maxime, Yves Delafoy, Archibald Ney, qui avait créé qui avait créé la revue Raskar Kapak et qui venait de publier cette anthologie de Raskar Kapak. Est-ce qu'on peut insister un tout petit peu sur le sens de ce mot mystérieux, Raskar Kapak? Ça sort d'où? On a peut-être tous un peu l'impression de l'avoir lu quelque part sans arriver à savoir où. Il faut replonger dans son enfance, et puis pas que dans son enfance. Pour ceux qui continuent à lire Tintin, bien évidemment, c'est tiré de Tintin, de la momie Inca dans les 7 boules de cristal et dans le Temple du Soleil. Cette momie, vous savez, qui au début est récupérée par des explorateurs européens, qui est rapportée en Europe, chez le professeur Hippolyte Bergamote. Et cette momie qui s'appelle Raskar Kapak, qui est un ancien roi inca, eh bien, d'une manière un petit peu mystérieuse, un petit peu mystique aussi, va vouloir se venger de cette profanation de son propre tombeau. Et moi, l'image que j'avais quand j'étais petit, Yves et Archibald, mes deux compères, c'était un petit peu la même chose. C'était cette momie qui me faisait peur. Je la voyais pénétrer comme ça par des images, par des images quand même très fortes, des dessins magnifiques d'Hergé, dans la maison de Bergamote la nuit, et qui réveille comme ça soudainement Haddock, Tintin, Tournesol, tous ceux qui sont dans la maison et qui ont la même vision, la même hallucination. Cette momie, Raskar Kapak, qui brandit une boule de cristal et qui l'explose sur le sol des chambres de tous ces compères-là. Les 4 se réveillent soudainement et par une peur particulière, et après se retrouvent. Et c'est un peu ça, Raskar Kapak, c'est-à-dire c'est brandir d'une certaine manière la boule de cristal du réveil, quoi. C'est de la peur du réveil, mais aussi c'est un réveil de la culture en quelque sorte, de l'art plutôt même, d'une culture morte qui doit revivre. Exactement, qui doit revivre. Et puis on se rend compte d'ailleurs par la suite, pour ceux qui ont lu le Temple du Soleil, que finalement cette momie n'est pas si méchante que cela. Et qu'elle vient, mais en même temps, il y a cette idée qu'elle vient du passé et qu'elle continue à vivre dans le présent, quoi. Oui, qui va intervenir mystérieusement. Elle vit comme vit une momie, donc elle vit d'une drôle de façon, mais dans le présent. Alors, je voudrais que nous abordions peut-être quelques-uns des auteurs qui font la substance de ce livre, la substance de cette anthologie. Nous avons d'abord insisté sur Jean-René Huguenin parce que Jean-René Huguenin est un peu votre grand frère, vous le disiez, votre grand frère en littérature. C'était le premier numéro vous de la revue. Identifié à lui en quelque sorte, modestement.
Qu'est-ce que vous conseilleriez parmi les 10 sujets les 10 grands sujets que vous abordez, qu'est-ce que vous conseilleriez aux lecteurs de Radio Courtoisie? Alors pour que les auditeurs comprennent bien déjà ce que comporte cette anthologie de Raska Kapak, elle comporte donc les 10 premiers numéros de la revue qui a commencé par Jean-René Huguenin, je le disais, et qui se termine ce 10e numéro par Mishima, le samouraï japonais des temps modernes. Aujourd'hui, on en est à notre 16e numéro qu'on a consacré à Drieux-La Rochelle, donc juste pour situer dans le temps. Donc ces 10 premiers numéros qui sont épuisés, on a décidé d'en faire. C'est une anthologie de 472 pages avec de nombreux inédits, de belles photos également. Et donc de traiter ces 10 personnages. Parmi ceux-ci, il y a Jean-René Huguenin, Chaim Soutine, le peintre, les pionniers de l'aéropostale, peut-être qu'on pourrait en dire quelques mots d'ailleurs, avec Henri Guillaumet, Jean Mermoz bien évidemment, et Antoine de Saint-Exupéry, qui ont fait l'objet de notre 3e numéro. Également Guy Ockinghem dont on pourra parler aussi, Corto Maltese, Maurice René, Nietzsche, numéro auquel vous avez participé d'ailleurs dans un beau numéro d'échange entre Michel Maffezoli, Alain de Benoît et vous-même, Henri de Montfred, James Salter et donc Mishima, qui est le 10e numéro qui clôture cette anthologie. Mais alors on va peut-être pas justement s'attarder trop sur Nietzsche, parce que c'était un numéro étonnant de votre part. C'est peut-être le plus intello, entre guillemets, des numéros que vous ayez sortis. Et je dirais, vous préférez, plutôt que de parler de Nietzsche ou de parler avec Nietzsche, évoquer, montrer les pionniers de l'aéropostale, et ça, au fond, dans le même esprit. C'est-à-dire, Nietzsche, c'est un ami de la vie, c'est comme ça qu'il se définit, mais c'est un ami de la vie qui a eu beaucoup de mal à vivre, il faut bien le reconnaître, qui est devenu fou devant un cheval maltraité par son cocher. Enfin bon, une histoire quand même un peu difficile. Alors, vous préférez des choses plus simples, en quelque sorte, et j'ai trouvé que le fait que vous abordiez l'aéropostale, cette aventure de l'aéropostale, c'était encore votre amour de Nietzsche, mais au concret. Exactement. De la façon la plus simple. C'est une bonne définition, mais c'est vrai que quand on se replonge dans la genèse de l'aéropostale, donc il faut revenir dans les années 20, finalement, dans les années 20, puis après l'explosion de l'aéropostale dans les années 30, qui regroupe des dizaines d'hommes, et qui se décident d'une certaine manière de partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux trajets, essayer de nouveaux avions, le fameux Potez 25 d'Henri Guillaumet par exemple, de traverser les Andes, de traverser le désert. Le désert de l'Afrique occidentale à l'époque, etc. Faire son devoir, qui est de distribuer le courrier, en fait. Il y a quelque chose de plus simple dans le ressort de ces pilotes, de ces grands hommes, de ces Mermoz, de ces Syntex, de ces Guillaumat. C'est que la finalité, finalement, de ces hommes, c'est effectivement de distribuer le courrier. Mais derrière, ils y mettent toute leur vie. Ils sont d'ailleurs tous morts hein, quand on fait le compte. Ils sont tous morts dans leur avion. Ils sont tous morts dans un crash pas possible. Mais il y a aussi des histoires formidables. Celle d'Henri Guillaumet, qui lui, je crois que c'était avec son Potez 25 justement, est à 8000 mètres d'altitude avec donc le courrier. Et puis il essaie de relier Santiago du Chili à l'Argentine. Et donc il doit traverser de fait la cordillère des Andes. Il y a un problème mécanique, comme ça arrivait souvent à l'époque avec ces petits avions, et il s'échoue, miraculeusement demeurant en vie, dans la cordillère des Andes. Et pendant 7 jours, il va traverser les Andes avec des tempêtes de neige pas possibles, sans piolet, sans harnais, sans rien du tout, franchir 4 cols de plus de 3 ou 4 000 mètres, et arriver miraculeusement en Argentine avec son ami Saint-Exupéry. Quand il apprendra la nouvelle, ne croira pas ses yeux, ce qui fera dire à Guillaumet, tu sais, ce que j'ai fait, pas une bête au monde ne l'aurait fait. Et vous avez un bel article, Maxime Dalle, qui s'intitule justement La bête à bon Dieu, qui donne un peu une idée de ce que vous essayez de faire, je crois, très, très concrètement. Parce que vous n'êtes pas forcément des intellectuels, et c'est peut-être la différence entre une gazette, puisque c'est ainsi que vous l'appelez, une gazette littéraire comme Raskar Kapak, et cette revue glorieuse de vos anciens qu'a pu être Réaction, par exemple. Réaction, c'est une vraie revue d'intellectuels qui s'assument en tant qu'intellectuels. Vous, on a l'impression que vous refusez d'assumer ce statut. Vous êtes
plutôt des journalistes, des hommes qui aiment les lettres. Et qui aiment l'art aussi, qui aiment d'une certaine manière aussi la spontanéité de l'art. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de mon ami Charles Gonzalez, que vous connaissez un petit peu, ce comédien... que j'ai croisé chez vous, oui. Ce comédien Charles Gonzalez. Et que je salue. Qui est superbe, qu'on aime beaucoup et qui nous a fait d'ailleurs, là aussi, il y a quelques mois, une lecture très forte de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, qui était vraiment formidable. Et Charles qui me disait, tu sais Maxime, de ce que je pense, je m'en méfie. Ce que je ressens, je m'en proclame. Et c'est vrai que nous, on a un peu d'une certaine manière, cette ligne de fuite-là, c'est que la pensée est quelque chose de fait d'ardu. Il faut de la conviction, de la certitude peut-être, parfois de l'errance, mais alors que notre ressenti, finalement, c'est ce qui prédomine, c'est ce qui domine, sans tomber dans le bien évidemment, dans la sensiblerie ou dans ce genre de choses. Mais il y a une forme de proclamation, effectivement, de ce instinctivement, on ressent, comme admiration, comme enthousiasme, en l'occurrence, par exemple, pour l'aéropostale. Je vais lire un petit extrait de votre article, La bête à bon Dieu. Guillaumet est épuisé. Plus de 3 jours qu'il marche sans discontinuer. Ses pieds sont morts, des engelures partout. Les plaies et brûlures abondent. Henri, en pleine passion. Il veut s'étendre, mourir tranquillement. Mourir, quel soulagement, quelle paix, quel bonheur, pense-t-il. Guillaumet s'allonge sur un plateau, se recouvre de pierres. On retrouvera son corps à la belle saison. Noël, sa femme, pourra toucher l'assurance vie. Justement, Noël. Il sort de son portefeuille une photo de sa jeune épouse, il l'embrasse, pleure abondamment, plus jamais il ne la verra. Soudain, une petite voix terrée en lui le réveille. Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas. Guillaumet se relève, défie la mort, la cordillère des Andes est abasourdie. Rien n'arrivera à bout de cette petite volonté microscopique. Tout l'article est à l'avenant. Il me semble que j'ai sélectionné quelques lignes parmi les plus fortes. Vous ne craignez pas le romantisme, au fond? Non. Est-ce que c'est pas ce qu'on peut dire? Parce que le romantisme fait peur. On a l'impression que se reconnaître romantique, c'est être un peu nunuche, dupe de soi-même, justement. Un petit peu adolescent, un petit peu idéaliste, alors que... Et vous dites le contraire. Ben non, je pense que le romantisme ne doit certainement pas être une posture, mais ça peut être aussi, parce que c'est finalement l'objet de ces personnages dont on parle, c'est que ce sont des gens qui ont vécu, qui ont prouvé par leurs actes, qui ont éprouvé la vie, qui n'ont pas eu peur ils n'étaient pas dans des salons à parler ou à gloser sur comment se comporter, comment dire ceci, comment dire cela. Ce sont des gens qui ont agi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ces personnalités. Vous savez, Pierre Macorlan avait écrit un petit manuel de l'aventurier. Et il distinguait l'aventurier actif, qui était dans l'action permanente, et l'aventurier passif, qui était un contemplatif, en quelque sorte. Eh bien, ces personnages, comme en l'occurrence ces pionniers de l'aéropostale, ce sont pour moi des gens qui arrivent à combiner les deux. Ce qui est très rare, d'une certaine manière, à combiner l'action et la contemplation. Et on a un auteur très important, Saint-Exupéry, oui, qui a finalement découvert ce qu'il faut dire aux hommes, comme dirait Peggy, non pas dans les livres, mais dans l'expérience de vie qui est la sienne. Vous parliez de Macorlan, vous avez évoqué aussi, c'est un des 10 grands sujets de l'anthologie, Henri de Montfred. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots aux auditeurs? Je dois dire que oui, moi-même, Henri de Montfred, pour moi, c'est un nom, simplement. C'est pas quelqu'un que j'ai fréquenté. Et c'est pas quelqu'un que j'ai découvert dans mes études de philosophie ou de théologie. Et vous savez d'ailleurs que Henri de Montfred, c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est un personnage qui est aussi vraiment fascinant. J'ai rencontré son fils, son petit-fils, Guillaume de Montfred, qui a repris toute l'œuvre et qui la promeut avec vraiment brio. Et on parlait de ce grand-père impossible, comme il le nomme lui-même,
Parce qu'Henri de Montfred, c'est avec sa tête Alors, d'aigle. présentez-le un peu aux auditeurs qui ne. Alors, Henri de Montfred est forcément. né en 1883, me semble-t-il, ou peut-être 1881 d'ailleurs. Je retrouverai Oui, ça, mais vous voyez, ça c'est le genre de détail qui n'a pas d'importance quand on est Rascar-Capac. On n'est pas des universitaires et on se fout de 2 ans, deux ans d'écart. Il faut pas. Oui, mais vous allez voir que que ça a quand même son intérêt. Et donc en 1911, ça je suis sûr de la date. Donc quand il arrive à ses 30 ans, il a essayé à Paris, ici ou là, en province, à se constituer une petite carrière, quoi, une petite carrière il s'est essayé dans le lait, dans l'industrie de lait, mais il a été viré parce qu'il avait ajouté une espèce de substance qui en fait produisait beaucoup plus de lait. Du coup, il a été élu le meilleur ouvrier de son industrie, de la boîte où il entreprenait de sa laiterie, de sa laiterie. Oui. Et puis on s'est rendu compte du coup qu'il commençait un petit peu à biaiser un petit peu les choses. Donc il s'est fait dégager, et puis surtout il avait cet instinct du large. Et donc en 1911, à 30 ans, il se dit bon, maintenant c'est terminé, je quitte la métropole et je pars dans les confins de la mer Rouge. Donc il part dans cette magnifique dans les alentours de cette magnifique mer Rouge, et commence d'une certaine manière sa carrière de pirate, de pirate un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un homme qui a un visage vraiment aristocratique, beau, une tête d'aigle, hein, vraiment, il faut vraiment regarder sa tête qui est splendide, le physique aussi, hein, de ses personnalités, c'est ça qui est intéressant, je pense. On pourra peut-être y revenir un moment sur la carnation de ces gens qui sont marqués par la vie et par leur volonté. Donc Henri de Montfred décide de partir, et ensuite sur la mer Rouge, au début sur sa goélette, sur son Altaïr, son bateau, va arpenter ce golfe pour faire du trafic d'armes, trafic aussi de hashish quand il part en Inde, des trafics divers et variés. Mais il a ce point commun avec Rimbaud, donc en quelque sorte. Oui, exactement. Il est aussi un trafiquant. Rimbaud aux Afriques, c'était pas extraordinaire. Oui, complètement, mais c'est un peu sulfureux. Oui, bien sûr. Il cherche cette action d'une certaine manière permanente aussi, et c'est ce que disait Montfred. Je cherche une vie à la Alexandre Dumas. Voilà, je veux être un personnage d'Alexandre Dumas parce que je me sens vivre ainsi. Un grand romantique, Alexandre Dumas, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est certain. Mais ça a amené d'ailleurs Henri à faire des rencontres extraordinaires. Par exemple, il a rencontré Teilhard de Chardin dans les années 20 sur le pont d'un bateau, et ils sont allés ensemble dans des grottes préhistoriques. Je crois que c'était en Éthiopie. Pour aller faire des découvertes assez extraordinaires. Il a eu une amitié d'ailleurs avec Teilhard de Chardin qui fut très forte, parce que Montfred était un passionné aussi du primitivisme, de l'instinct de toutes les tribus qu'il allait voir. Lui-même vivait avec un pagne, vivait quasiment nu. Hein. Il était d'ailleurs, quand il est revenu en France, parce qu'il est revenu dans les années 50 en France, avec une peau tannée, une peau d'oriental. Hein. Il était devenu oriental. Et il préférait finalement quitter les champs de betteraves, comme il l'appelait, les champs de betteraves de la métropole, de la France, pour aller partir à l'aventure, parce que ce qui l'insupportait d'une certaine manière, c'était cette vie petite bourgeoise, ce bourgeoisisme insupportable. Il voyait la vie d'une certaine manière plus haute, plus grande, plus puissante, plus forte, et puis après il en a écrit les magnifiques récits que l'on connaît. Et donc voilà encore un modèle d'aventurier que vous faites vôtre. Oui, que l'on fait nôtre, et qui veut dire aussi quelque chose. C'est la part peut-être un peu existentielle aussi de Rascar-Capac, c'est que, vous savez, monsieur l'abbé, vous connaissez un petit peu ma bibliothèque, et dans ma bibliothèque, il n'y a pas des milliards et des milliards de livres. Mais pour moi, dans une bibliothèque, chaque livre doit avoir cette potentialité de d'émouvoir et surtout de révolutionner éventuellement sa vie. Je crois au pouvoir des mots, je crois au pouvoir de la littérature, je crois au pouvoir des livres, et je pense que parler d'Henri de Montfred, c'est aussi dire à ceux qui le lisent que cette année 1911, ce grand départ pour vivre la vie qu'on a envie de mener, c'est possible, tout est possible. Le salariat, la grisaille, si je puis dire, du quotidien, oui, c'est pas une fatalité. On peut aggraver son quotidien là aussi, pour reprendre les mots de Jean-René Huguenin. Je pense que c'est possible. J'aime beaucoup la formule que je crois j'ai entendue chez vous il y a pas longtemps et qu'on prête à Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. Le problème n'est pas d'aller quelque part. Le problème est de s'extraire de chez soi. Et je pense qu'effectivement, la grande aventure n'est pas forcément d'aller quelque part,
mais d'être capable de s'extraire de ses habitudes, de s'extraire de son train-train, de ses références quotidiennes qui nous rassurent, et d'essayer de chercher finalement une vérité supérieure. Oui, complètement. Et puis de se dire que là aussi, il n'y a pas de fatalisme terrible. On a l'impression d'être dans une société où vous savez très très libre, où a priori on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, mais on se rend compte que finalement cette liberté, eh bien, elle doit s'éprouver. Elle est faite de contraintes, d'exigences, d'ascèses, et ces personnages en sont la preuve. C'est que c'est pas facile d'être libre, c'est pas facile d'être soi-même, deviens ce que tu es, disait Nietzsche. Mais c'est pas facile en fait. Ça paraît très bénin comme ça en disant cela, mais je suis pas sûr que devenir ce que l'on est en suivant une petite carrière ici ou là, que moi-même je peux avoir par ailleurs. On est tous un petit peu dans cela, mais je crois fondamentalement que l'accomplissement de l'homme se fait par un accomplissement d'ordre spirituel intérieur. Il faut rechercher qui l'on est véritablement. Et ces personnes-là sont des phares, en quelque sorte, qui nous rappellent tous les matins, je vous dis, tous les matins, ils sont autour de moi, ils sont à côté de moi, ils me tirent les oreilles, ils me disent ne t'endors pas. Alors, dans la rubrique Rascar en goguette, vous racontez vous-même comme un début d'itinéraire spirituel en Terre Sainte. Vous appelez ça un chemin de Damas, et vous trouvez au fond cette vie dans la vie, dans une sorte de regard maximum que vous portez sur ce pays, la Terre Sainte, où les grands idéaux spirituels sont nés finalement. Non, ça a été une aventure pour moi, ce voyage en Terre Sainte, parce que c'est vrai que dans la revue, souvent, en plus de traiter et de parler de tel ou tel artiste, de tel ou tel aventurier, on produit, on commet ce qu'on appelle des goguettes, donc en fait des récits de voyage qu'on a réalisés ici ou là. Et d'ailleurs, on a aussi des invités de fait qui nous en parlent. D'ailleurs, je salue Sylvain Tesson, avec qui on est en contact et avec qui on va faire un sacré numéro qui lui sera consacré dans quelques mois. Donc dans cet ordre-là, c'est-à-dire que on part, non pas dans la posture de partir et de vivre quelque chose de fort. C'était pour des raisons professionnelles initialement, pour lesquelles je suis parti en Terre Sainte. Et après, il se passe quelque chose. Au bout de 2 ou 3 jours, on se dit, bon, je suis dans les lieux, finalement, je suis les lieux dans lesquels le Christ a vécu, dans lesquels le Christ a éprouvé à la fois des choses très fortes, où il a prouvé ses miracles. J'étais sur le bord du lac de Tibériade, donc s'imaginer le Christ en train de marcher sur l'eau, s'imaginer la pêche miraculeuse, être à côté de Cana, des noces de Cana, magnifiques noces de Cana, et ensuite revenir à Jérusalem où il fait beaucoup plus frais d'ailleurs qu'à Tibériade, où on est dans une température fraîche avec du vent, etc., devant ces murs magnifiques. Et souvent je pensais aussi à Chateaubriand, qui en 1808 avait commis cet itinéraire de Paris à Jérusalem, était parti à Jérusalem en pèlerin, et était ému par ces murailles de Jérusalem qui revêtaient d'une certaine manière toute l'histoire de notre foi, tous les lieux mystérieux finalement qu'on a pu le Saint-Sépulcre, magnifique, c'était très fort. Et c'est vrai que quand j'y suis allé, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce petit récit de voyage, je me suis dit, j'ai une foi qui est trop mentale, d'une certaine manière. Et un prêtre qui était là-bas m'a dit, tu sais Maxime, mens, c'est le mental, bien évidemment, mais c'est aussi la racine de mensonge. Méfie-toi. Méfie-toi de ton mental. Essaie d'ouvrir ton cœur aux choses, d'éprouver les choses de manière plus spontanée, de ne pas chercher à prier. Le problème des mentaux, c'est qu'ils sont blindés avec des idées. C'est terrible. Et que la vie n'a plus de prise sur eux, les véritables mentaux en tout cas. Et je dirais, c'est ça qui est attachant dans cette revue Rascar Capac, c'est que vous ne voulez pas faire une revue d'intellectuels supplémentaires, vous n'êtes pas des intellectuels d'une certaine façon, et vous cherchez la vie. Vous cherchez la vie. Et vous la cherchez, vous Maxime, comme une vie spirituelle, d'une certaine façon, s'arracher à son train-train quotidien, s'arracher à ses habitudes, c'est accéder à un regard supérieur qui est le regard de l'esprit, au-delà du composé humain d'âme et de corps, enfin cette troisième dimension qui donne sens à l'existence finalement. Bien sûr. Mais c'est vrai que moi je sens que je ne suis qu'heureux quand je suis en quête,
que lorsque je cherche finalement la vérité. Et vous n'avez pas peur de dire, et c'est ce que j'avoue que j'ai apprécié en tant que prêtre, Ouais. dans ce chemin de Damas que vous racontez, vous n'avez pas peur de dire que vos émotions sont religieuses aussi, que votre quête est spirituelle, et qu'au fond c'est ça qui donne sens. Bien sûr, alors moi pour ma part je suis catholique, donc le Christ est quelque chose, est un Dieu, est un personnage, est une image qui est fantastique. Et ne serait-ce que de s'imaginer, souvent quand j'ai une discussion avec des amis qui ne connaissent pas forcément Mais que je sache, vous n'êtes pas né chrétien pratiquant et bah, on va dire un peu de tradition, c'est-à-dire que de culture, si je puis dire. Mais après, j'ai éprouvé une véritable conversion à 19 ans, qui ensuite après virevolte, hein, comme toute flamme, si je puis dire. Mais il y a toujours, pour moi, cette poésie magnifique du Christ, des évangiles, et de me dire que Dieu, par amour pour sa créature, s'est incarné dans sa propre créature, pour que cette créature, devenue Dieu finalement, éprouve les tribulations de l'homme. Enfin, le Christ sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui va d'une certaine manière jusqu'au doute, jusqu'à la déréliction. C'est formidable, c'est ça pour moi la magnifique, le magnifique message de Dieu. C'est ce Dieu qui arbore le visage de la fragilité, et non de la force et de la puissance. Et c'est peut-être ce qui vous donne l'idée de rencontrer des gens si différents les uns des autres, parce que ce qui frappe dans les 10 thèmes de la revue contenue dans cette anthologie, éditée au Rocher, je le rappelle, c'est la diversité de ces thèmes. Vous qui êtes catholique, vous ne cherchez pas des modèles conformes, mais au contraire des gens qui ont des itinéraires brisés, mais qui à travers ces itinéraires brisés mettent la main, mettent le nez, mettent les yeux sur une vérité qui échappe au commun, au commun des mortels en quelque sorte. Et je pense que ce qui nous lie, et j'ai remarqué, on évoquait Arditi et Huguenin, mais ce qui relie les hommes entre eux, c'est certainement pas des idéologies très froides ou très impérieuses comme ça, mais c'est la sensibilité de certains artistes qui d'une certaine manière dépassent tous les drapeaux, dépassent même, Voilà. je dirais, même Voilà. si vous voulez, parfois des perceptions de la foi ou de la religion qui sont trop, enfin, en tout cas pour ma part, trop arides, trop statiques. Quand on voit par exemple Chaim Soutine, qui était donc un juif émigré, peintre, torturé, mais on sent dans sa peinture de Chaim un matérialisme spirituel très fort. Et, Alors matérialisme spirituel, expliquez-vous, mais ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est que, si vous voulez, il suffit de regarder la peinture de Soutine pour le comprendre. C'est que Soutine est fasciné par exemple, par les chairs sanguinolentes qu'il va voir dans des abattoirs. Il a peint les bœufs écorchés de Soutine. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Il est fasciné par cette chair, par cette matière, mais qui en même temps l'emmène à penser l'esprit, l'emmène à penser au-delà de sa propre, comment dirais-je, de sa propre même condition de pauvre juif émigré dans les années 1910. C'est que c'est l'ouverture au spirituel. C'est ça que je veux dire. Et un type comme Guy Ockinghem également. Voilà, j'allais vous parler Ouais. de lui parce que c'est aussi un emblème. Ouais, Guy C'est Ockinghem, l'emblème ouais. de la lutte homosexuelle, donc c'est quelque chose qui serait très loin de ce que vous représentez comme catholique pratiquant assumé. Et vous avez pourtant fait un numéro de votre revue sur Guy Ockinghem. Bien sûr, parce que si vous voulez, s'il faut être monarchiste ou je ne sais quoi pour aimer Stendhal, ou être ceci ou cela pour aimer Victor Hugo, on s'en sort plus, monsieur l'abbé. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'épouser de fait les convictions politiques, qu'elles soient d'ailleurs même éphémères, de tel ou tel artiste, pour en épouser et en approuver l'œuvre, bien évidemment. Et la recherche. Et la recherche, bien évidemment, parce qu'un type comme Guy Ockinghem, mort en 1988 du sida, à 41 ans, c'est quelqu'un qui fut dans les années 70 militant effectivement homosexuel, militant gauchiste, et qui, à partir des années 80, quand il a appris sa maladie, a eu une espèce de retournement, enfin moi c'est la manière dont je le perçois, d'un retournement particulier. Il a commis 4 romans. Il a commencé à écrire des romans, dont un livre magnifique, La colère de l'agneau, en hommage à Saint Jean. Il a écrit une vie de Saint Jean.
Et dans cette vie de Saint Jean, de ce type qui n'a jamais eu d'éducation religieuse par ailleurs, il est du lui-même. Il a commencé à se catéchiser en 83, il s'est intéressé fondamentalement aux évangiles, à tout ce milieu méditerranéen du premier siècle, finalement, du premier siècle antique, qui a vu voir naître le Christ. Eh bien, il a commis cette vie de Saint Jean, et dans cette vie de Saint Jean, on sent aussi la fascination qu'il a pour cet évangéliste, le préféré du Christ, et qui, d'une certaine manière, était le poète, le premier des poètes, c'est ce qu'il dit, Guy Ockinghem. Et il voit en Saint Jean ce premier des poètes qui provoque, comme il le dit, cette embolie d'amour, cette embolie de l'amour qu'est le Christ. Ah, c'est magnifique, cette embolie d'amour. Et voilà, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on lit de telles choses, soudainement, on se dit, oui, mais il y a des choses peut-être plus fortes qui nous relient plus la colère de l'agneau que l'engagement de Guy Ockinghem dans les années 70, dont finalement nous importe assez peu. Enfin, c'est pas le fondamental de l'être, voilà. Qui est lié à sa biographie, alors que sa quête, elle, sort bien plus grande de sa biographie. Bien sûr. Alors, écoutez, merci de nous emmener dans des contrées ignorées et que vous nous faites découvrir, j'allais dire d'un trait de plume, et c'est pas ce qui est le moins désagréable dans cette lecture, c'est que on est un peu en permanence avec Rascar en goguette. Mais c'est un peu le but aussi, c'est le but de la revue, c'est-à-dire que c'est quand même assez accessible, assez pointu, avec différents contributeurs. On parlait d'Éric Neuhoff, bien évidemment d'Olivier Molin qu'on connaît, de vous-même d'ailleurs, Monsieur l'abbé, de Michael Lonsdale, de Jean-Paul Kaufmann aussi qui nous a attribué un entretien très fort sur Hugo Pratt. Moi j'ai participé à un numéro sur Nietzsche qui est un peu un numéro exceptionnel à mon avis dans l'ensemble des 10 numéros, parce que c'est le plus intellectuel, on se refait pas. Et il me semble que vous avez fait pour Nietzsche ce que vous n'avez fait pour aucun autre. Et c'est vrai que Nietzsche est un peu aussi la pierre angulaire avec le Christ d'ailleurs, d'une certaine manière, de tous ces personnages qui sont à la fois nietzschéens dans le sens de la vitalité, de la vie d'ici et maintenant. Les amis de la vie. Les amis de la vie, ouais. Et en même temps, cette quête essentielle de Dieu, du Christ, cette conscience plus ou moins délicate, difficile, ardue du péché, de l'amour, de la liberté. Et ces deux personnages, le Christ et Nietzsche, sont, je crois, pas si dissociés que ça à certains égards. Vous savez, il y a Nicolas Decu qui évoquait les coïncidentia oppositorum, les coïncidences opposées. La coïncidence des opposés, oui. Et j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que c'est de ces coïncidences opposées que naît aussi la vie, d'une certaine manière. Et un type comme Monfred, qui sont des Nietzschéens et des chrétiens malgré eux, sans avoir cette conscience, sans avoir cette revendication d'ailleurs. Même Corto Maltese, d'une certaine manière, et ce personnage de bande dessinée. Ah oui, alors ça, j'avoue que là, j'ai déclaré forfait sur Corto Maltese, mais on peut en parler si vous voulez. Simplement, effectivement, sur Nietzsche, c'est Dionysos ou le crucifié. Ils se sont finalement deux faces de la même médaille qui est celle de la destinée humaine finalement. Oui, complètement. Oui, non, complètement. C'est tout à fait cela. Et puis c'est vrai que l'entretien qu'on avait réalisé avec vous à ce sujet, ce qui nous intéressait et ce qui a intéressé aussi tous nos lecteurs, c'est de faire intervenir finalement avec Michel Maffezoli, Alain Benoît et vous-même des personnalités qui avaient une vision, une perception de Nietzsche différente, ou du moins qui prenaient des substances, chacun y prenait sa substance. Et puis il y a cette phrase de Guy de Pourtalès que j'aime beaucoup, que je vous avais d'ailleurs cité dans la dernière question que je vous posais, qui disait ceci dans le magnifique essai de Guy de Pourtalès sur Nietzsche en Italie, me semble-t-il. Comme le plus grand des saints chrétiens, Nietzsche aussi est un patriarche de la pauvreté. Je le regarde tenaillé par les souffrances physiques, isolé dans sa créance spirituelle, passionné du bonheur des hommes, et me convainc qu'il est un exemplaire exquis de ceux que Jésus appelle les serviteurs de Dieu. Si le royaume de Dieu est un état de joie, fait de tous les sacrifices, qui l'a mieux possédé après François d'Assise que Nietzsche?
Et ensuite, votre réponse est la vôtre, bien évidemment, mais vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Je réponds que je ne voudrais pas baptiser Nietzsche malgré lui. Et je pense que c'est nécessaire d'être honnête avec les textes. Mais moi, j'aimerais bien lire ce que vous écrivez de Nietzsche, trop poète, trop lyrique. Ainsi parlent les universitaires allemands du jeune Friedrich Nietzsche. À 28 ans, l'impétueux philologue déconcerte. Il est trop vivant pour les cadavres en chair, chair C-H-A-I-R-E. Sa naissance de la tragédie scandalise par son intensité. Le jeune Nietzsche a un style, une honte pour un philosophe. Pire, un manque de rigueur. Mais Nietzsche se prétend-il philosophe, entre guillemets. Sa vocation reste pour lui un mystère. Musicien, philosophe, poète, partout amateur. Le voici près de la trentaine, et il ne sait encore comment il emploiera sa force prodigieuse, nous dit Daniel Halévy. Voilà, vous en faites un grand frère, lui aussi, finalement. Ah oui, complètement. Ouais. Non, c'est sûr que Nietzsche, c'est aussi un grand frère, peut-être plus éloigné sur le plan temporel d'Huguenin. Huguenin, on a sa voix. Huguenin, on a ses écrits qui nous sont encore très proches. Nietzsche, ça paraît un peu plus loin, mais en même temps très très puissant, très fort, ça nous fait vivre. Et puis vous savez, on n'est pas forcément obligé d'épouser tout. Là aussi, j'y reviens que ce soit de Nietzsche ou même d'Huguenin, mais je pense qu'il faut en tirer la substance nécessaire pour s'accomplir soi-même aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de calquer Nietzsche ou de calquer Huguenin, ou de se faire les clones de ceux-ci, mais d'en retirer de la nourriture, tout simplement, de la nourriture spirituelle. Moi, j'avoue que là, je sors d'une session au séminaire de Courtalin, où j'ai enseigné aux jeunes séminaristes Nietzsche, et ils y ont, je crois, été particulièrement sensibles. Mais souvent, monsieur l'abbé, on dit aux catholiques, enfin certains disent aux catholiques, mais méfiez-vous de Nietzsche, ne lisez pas Nietzsche, etc. C'est un petit peu le soldat de la perdition. Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, aux auditeurs ou même aux chrétiens de découvrir l'œuvre de Nietzsche ? Ah évidemment, mais je pense que il faut trouver une porte, et que la porte la mieux praticable pour nous, pour entrer dans l'œuvre de Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Ce sont les deux gros volumes de la volonté de puissance, où sont réunies toutes les intuitions finales de Nietzsche, finalement, toutes ces intuitions sur l'histoire de la culture européenne, sur ce nouveau bouddhisme, comme il dit, qui menace l'Occident, nouveau bouddhisme de l'immobilisme, de la correctness, de l'absence de pensée, de l'absence de désir, véritable. Et je crois que c'est comme critique du nouveau bouddhisme, de cette espèce de christianisme dégénéré qui triomphe à son époque en Occident, et qui est toujours un petit peu là, il faut bien le reconnaître, que nous pouvons nous référer à Nietzsche. Bon, maintenant, moi, c'est ma porte d'entrée. C'est sûr que si l'auditeur tombe d'emblée sur le grand texte où Dieu est mort, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces cathos, Maxime Dalle, la bête noire, qui nous enjoignent de lire Nietzsche. Il faut sans doute lire ce texte un peu plus tard, mais il est lui aussi révélateur. Nietzsche d'ailleurs ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit Dieu est mort, nous l'avons tué au couteau. Et donc c'est un constat sur l'histoire de la culture occidentale. Aujourd'hui, on n'ose plus prononcer le nom de Dieu, qui devient un nom presque obscène, comme dit Sylvie Germain. Eh bien, je crois qu'avec Nietzsche, on prononce de nouveau le nom de Dieu, et en cela, c'est déjà important. Et juste sur ces êtres brûlants, parce que finalement c'est ça qui les définit aussi, il y a une espèce de consomption intérieure. Vous évoquiez Nietzsche, devenu fou à Turin en 1889, mais on pourrait évoquer Mishima aussi, mort d'une manière
par suicide, d'une manière tragique en 1970, mais il l'a voulu d'une certaine manière, ou Jean-René Huguenin, mort à 26 ans, ou Chaim Soutine, mort à 43 ans d'un ulcère de l'estomac traqué en 1943 de fait par les nazis, ou encore Maurice René à moitié alcoolique, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui, à vouloir vivre d'une manière intense aussi, se brûlent. C'est aussi le danger, et j'aimerais juste lire quelques lignes du journal de Huguenin, parce que dans cette anthologie, donc aux éditions du Rocher, qui paraît juste là aux éditions du Rocher, il y a ces phrases d'Huguenin que vous pouvez lire à même le texte, c'est-à-dire qu'on voit son écriture, ce sont des facsimilés de son journal. Il dit ceci, donc il doit avoir une vingtaine d'années. Il manque à Solers, bon, on le cite, il manque à Solers le sens du tragique, ce goût du va-tout, des grandes folies, du désespoir. C'est déjà un homme de lettres. Je cherche en vain des êtres brûlants. Coudol est décidément impossible. Tous mesurés, conscients. Il n'y a plus de fous. C'est étrange avec quelle facilité les auteurs excitent mon mépris, parfois ma haine même. Ah mon Dieu, faites-moi connaître des imprudents. Voilà, et ben ça pourrait être le mot de la fin de notre émission. Faites-moi connaître des imprudents. Vous êtes en quête d'imprudents. C'est vrai qu'on est dans une société finalement qui cultive la prudence, qui cultive la raison, au moins autant que la sensualité dans tous ses états. Et vous cherchez cet entre-deux qui n'est ni la sensualité dans tous ses états, ni la rationalité comptable, caractéristique de notre époque, et qui est quelque chose comme l'émotion, tout simplement, peut-être. Complètement. Ouais. Ce nouvel universel de l'émotion, au nom duquel vous trouvez la vérité. Oui, une émotion. La vérité n'est pas un concept, ouais, la vérité n'est pas faite d'idées agglomérées les unes aux autres. La vérité, pour vous, elle est une manière de sentir. C'est exactement ça, oui, bien sûr. On est là sur Terre de passage, comme une allumette qu'on craque dans la nuit, puis qui s'éteint soudainement. C'est très rapide. Et je pense qu'il faut avoir conscience aussi de la brièveté de la vie. Et donc aller vers l'essentiel, aller vers une forme d'imprudence aussi, une forme d'imprudence dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que la prudence, quoique ça puisse être une vertu chrétienne, me semble-t-il, peut être aussi un écueil et un vice, dans le sens où la prudence est aussi le statisme. On reste statique, on ne bouge pas, on ne cherche pas. Au nom de la prudence, on ne change pas. Voilà. Au nom de la prudence, on reste ce qu'on est et on refuse d'expérimenter cet au-delà spirituel de notre psychologie. Et finalement, je crois que vous invitez chacun à découvrir cet au-delà spirituel de la psychologie à travers des expériences qui sont les expériences de gens qui ont fait époque aussi à leur manière, de façon très différente les uns des autres. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Guillaume et Mishima, sinon une homéotéleute, le fait que le nom se termine de la même façon. Guillaume, d'ailleurs, c'est Guillaume. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Guy Hockingham et Corto Maltese, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que là, j'avoue que je résiste. Mais au fond, votre anthologie pourrait se lire comme une invitation au voyage, vous diriez ça ? Oui, bien sûr, au voyage, à la fois extérieur et intérieur, pour reprendre là aussi les mots de Macorlan, c'est-à-dire à l'aventure active, et aussi à l'aventure active par le biais de ses artistes, mais aussi à l'aventure intérieure, c'est-à-dire que ça peut évoquer aussi et ouvrir des continents encore inexplorés. C'est le but de Raskar Kapak. Alors, effectivement, vous êtes des explorateurs, mais on a tout découvert. Et aujourd'hui, les explorateurs n'ont plus rien de nouveau à se mettre sous la dent, sinon une manière de sentir ce qui a déjà été découvert. Vous savez, monsieur l'abbé, que Dieu a créé, bien évidemment, les hommes d'une manière tellement singulière. Nous sommes si singuliers que finalement tout est à refaire pour nous aussi, tout est à préciser, tout est à édifier. Et je pense que bien qu'énormément de choses ont déjà été découvertes, vous l'avez dit, que ce soit du domaine de la pensée, du domaine scientifique, du domaine géographique, historique, je pense qu'intérieurement, ça reste toujours un mystère, finalement, l'homme. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi?
Découvrir le mystère en pleine lumière, comme dit Maurice Barrès. Ouais. C'est donc votre ambition à Raskar Kapak, et c'est ce qui sert de fil rouge à cette anthologie. L'anthologie Raskar Kapak est donc publiée aux éditions du Rocher. Elle vous regroupe tous les trois, rédacteurs de Raskar Kapak, Maxime Dalle, Yves Delafoy et Archibald Ney. Et elle nous emmène dans 10 voyages très différents. Surtout, il ne faut pas être intellectuel pour lire Raskar Kapak. Je crois qu'on peut dire ça. On le peut quand même. On peut justement se sortir après de sa tour d'ivoire intellectuelle ou intellectualiste pour se jeter un petit peu dans la lave. Mais les manteaux sont souvent blindés contre la vie, malgré tout. Ben voilà, mais peut-être que... Vous les invitez à enlever le blindage. Oui, bien sûr, bien évidemment. Tout le monde est invité à lire l'anthologie, mais c'est vrai qu'il faut se laisser surprendre, comme on dit, vous voyez, parce que c'est nous finalement à faire cette revue depuis maintenant 3 ou 4 ans, de découvrir tous les 2 mois, hein, parce que c'est une revue qui paraît de manière bimestrielle. On en est au 16e. Là, on va bientôt évoquer le 16e numéro. On a fait un numéro donc sur Drieux-La Rochelle aussi, dont on pourrait en dire beaucoup. On va en faire un sur Antonin Artaud, Victor Segaden, Sylvain Tesson qui arrive, Nikos Kazantzakis également. Mais finalement, tous les 2 mois, c'est ça qui est génial avec cette gazette Raskar Kapak. On est dans une appropriation de ces personnages et de leur vie, mais aussi dans une explicitation, dans une précision de ce qu'on fait, de ce qu'on est aussi. Il y a cette connaissance de soi-même. Et c'est si cette aventure-là. Alors si on veut vous suivre non seulement dans l'anthologie du passé de Raskar Kapak, mais dans votre avenir, vibrillonnant et plein de promesses, et comment est-ce qu'on fait pour s'abonner ? Alors pour s'abonner à Raskar Kapak, c'est très simple, hein. Il suffit d'acheter une revue donc dans les librairies qui la vendent. On est donc édité par le Rocher. Donc à Paris, toutes les grandes librairies vendent Raskar Kapak. Je ne vais pas toutes les citer, mais bon, on peut l'Écume des Pages, la Procure ou d'autres librairies, Fontaine Haussmann ou d'autres encore. C'est un numéro en plus à 4,50 €, donc on a voulu aussi ne pas... C'est à la portée de tous. Voilà, de ne pas faire des numéros accessibles à toutes les bourses. Des lourdes revues qui valent cher. Voilà. Alors que là, vous êtes une gazette légère et on en a beaucoup pour peu d'argent. Et je pense qu'on peut aborder justement la gravité avec légèreté, c'est aussi le but, c'est-à-dire qu'un numéro de Raskar Kapak qui fait 8 pages, en format A3, sur un beau papier aussi, on tient à la forme, parce que je pense que la forme aide à pénétrer et à entrer dans le fond. On le lit en 1h30, 2 heures maximum, un numéro. Donc c'est une initiation, c'est une porte d'entrée, c'est pas une réponse, c'est un approfondissement en tout cas du questionnement, et puis permettre à nos lecteurs d'avoir de nouveaux phares, de nouvelles lignes de fuite aussi. Vous ouvrez des portes. Merci Maxime Dalle, et puis à bientôt pour peut-être de prochains numéros de Raskar Kapak. Avec plaisir, monsieur l'abbé, merci.